Bien, merci pour cette introduction. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comme le disait Monsieur Grégoire, donc en introduction, effectivement, c'est un peu atypique pour un médecin généticien d'exercer en dehors d'un CH ou d'un CHU. On a une spécialité qui s'exerce essentiellement en centre hospitalier universitaire. Et pour mes parties hospitalières, moi je travaille en l'occurrence à l'hôpital Necker et puis aux hospices civils de Lyon. Donc voilà, on tente un petit peu ce profil d'activité pour l'année en cours et on espère qu'il en ressortira des choses positives pour votre structure et pour la plateforme. Alors, Monsieur Grégoire m'avait demandé de vous parler un petit peu de ce que je faisais sur la plateforme. En définitive, je vais vous parler du sujet très chaud du moment qui est le diagnostic génétique et de son accessibilité aux patients. C'est ça la grosse problématique 2018-2019 à venir. Et en fait, on reste complètement dans le sujet quand même en disant cela. Alors, la génétique médicale, c'est une spécialité qui est compliquée. Et le fait est que en général, pour les patients, le diagnostic génétique, ça s'apparente à un véritable chemin de croix. C'est des années et des années de diagnostic. Alors, à l'appui de cette idée, je vais vous présenter essentiellement les données de cet organisme que vous connaissez probablement, qui s'appelle Eurordis. Eurordis, c'est une fédération européenne d'associations de patients. Et donc, sollicitant les patients à travers toute l'Europe, à travers les associations, Eurordis est capable de récupérer des données massives, entre guillemets, qui permettent de rendre des éléments d'orientation qui sont importants pour les pouvoirs publics à l'échelle européenne, à l'échelle nationale. Je vous présente aussi cet organisme qui est l'Organisation nationale pour les maladies rares aux États-Unis, qui a conduit une étude à peu près similaire. C'est pour ça que je le mentionne ici aujourd'hui à côté de cet organisme européen. Alors, les données que je vous présente, en fait, sont issues d'une étude qui s'appelle Eurordis Care 2, qui a eu lieu au milieu des années 2000-2010. Et donc, il s'agissait d'évaluer le délai diagnostique pour 8 maladies génétiques fréquentes, parmi lesquelles on recensait maladie mendélienne. Mendélienne, c'est causé par un seul gène et transmissible de génération en génération. Donc, parmi lesquels on recensait la mucoviscidose, que je ne présente pas, l'X fragile, qui est la première cause de déficit intellectuel chez le garçon, la maladie de Duchenne, qui est la première cause de myopathie, la maladie de Prader-Willi, qui est une cause de déficience intellectuelle fréquente associée à une obésité, une hyperphagie, et puis la maladie de Marfan, vous connaissez, c'est une luxation du cristallin, une dilatation de l'aorte, puis des extrémités qui sont assez longues et souples. Bref, en tout cas des maladies, parmi les maladies rares, qui sont des maladies fréquentes, en réalité, pour nous. 12 000 questionnaires envoyés aux familles à travers l'Europe, 6 000 questionnaires retournés, 25% des patients déclarent avoir attendu entre 5 et 30 ans pour recevoir un diagnostic. Le premier diagnostic est erroné dans 40% des cas. Le nombre moyen de praticiens consultés par patient, c'est 8. Le nombre moyen de diagnostics erronés par patient, c'est 3. Le nombre moyen d'années d'errance diagnostique est supérieur à 7 ans. Vous allez vous dire, mais ils sont nuls. On n'est pas nuls. On n'est pas nuls. Le fait est que ces maladies sont enseignées en faculté de médecine à tous les étudiants, mais en 3e année. Quand on arrive en fin d'année, en fin de cursus, au bout de 10 ans, la 3e année, elle commence à être loin, premièrement. Deuxièmement, le médecin tout venant, spécialiste ou généraliste en ville, ça reste quand même des maladies rares. Il en verra quelques cas dans sa vie, pas plus, s'il n'est pas spécialiste. Bon. Et puis, troisièmement, si la médecine était comme dans les livres, ce serait formidable. Mais la réalité, dans la vraie vie, est beaucoup plus subtile, en général, ce qui fait que, quand vous prenez une maladie rare et une forme atypique d'une maladie rare, évidemment, vous aboutissez à ces délais d'errance. Alors, voilà pourquoi, évidemment, on est dans une véritable odyssée diagnostique, mais il y a d'autres éléments de réponse. Il faut savoir que on commence à identifier des gènes associés à des entités, des maladies génétiques, au milieu des années 80. C'est pas si vieux que ça, hein. On commence par l'hémophilie, par la myopathie de Duchenne. En 89, c'est la mucoviscidose, si ma mémoire est bonne. Et vous voyez, chaque année, on en découvre de plus en plus et on atteint on va dire, une progression qui est d'allure exponentielle. Au milieu, au plus fort, on va dire, de la progression, entre 1995 et 2015, c'est 300 nouvelles maladies, 300 nouveaux gènes associés à une maladie qui apparaissent chaque année. Impossible de maîtriser ça cérébralement pour un médecin généticien. On ne peut pas suivre, se mettre à jour constamment. Si on fait une photo, dernier élément de ce qui se passe, vous voyez, j'ai fait une mise à jour ce matin pour avril 2018, c'est plus de 5200 gènes à l'heure actuelle qui sont associés à une maladie génétique.
Et vous voyez que derrière ces 5200 gènes, il y en a encore un peu plus de 3000 qui potentiellement derrière sont amenés à être associés à une maladie. Enfin, c'est des associations gènes-maladies qui ne sont pas encore faites, mais dont on suppose qu'elles vont arriver incessamment sous peu. En définitive, 5200 maladies, c'est ingérable pour un médecin, mais si vous voulez retenir des chiffres, vous voyez, il y a un peu plus de 8500 maladies rares différentes. Sur ces 8500, toutes ne sont pas génétiques, probablement, on estime qu'il y en a à peu près 80% qui seront d'origine génétique. Et sur ces 8500, il y en a 5200, c'est-à-dire 60% qui sont déjà connus et associés à un gène. Bon, quand vous êtes cardiologue, vous avez une dizaine de maladies que vous revoyez tout le temps en consultation, que vous maîtrisez sur le bout des doigts. Quand vous êtes médecin généticien, si vous êtes entraîné, et encore, vous en connaissez peut-être une centaine, c'est difficile à dire, ce chiffre, mais en tout cas pas 8500, ni encore 5200. Et donc quand vous voyez un patient, vous faites votre observation, c'est ce qu'on fait, et puis derrière vous passez 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures à chercher sur Internet, dans les bases de données, dans la littérature, pour essayer de voir à quels gènes peuvent être associés les symptômes du patient. Alors, jusqu'en, on va dire en 2010, la démarche diagnostique pour un patient, ça s'apparentait à ça. Il allait voir un spécialiste, enfin un généraliste ou un pédiatre, puis un spécialiste, 2, 3, vous voyez jusqu'à 8 dans l'Eurore 10. Dans ce cursus, il voyait, si possible, un médecin généticien, mais on n'est pas très nombreux en France, il faut le savoir, donc il voyait souvent un pédiatre ou un neuropédiatre pour l'épilepsie ou la déficience intellectuelle. Derrière, on lui appliquait comme examen génétique, j'entends, parce qu'on prescrit évidemment de la radiologie ou de la biologie standard ou spécialisée comme n'importe qui d'autre. Mais en termes génétiques, on avait souvent droit à un karyotype. Le karyotype, c'est ce qui permet de voir s'il y a des chromosomes en trop ou en moins. Bon. Avec ça, on a un résultat, on a en 15 jours, 1 mois, et on fait 5% de diagnostic. Tout venant. Je parle vraiment tout venant en termes de maladies génétiques. Ensuite, au début, ça c'est un examen qui est né dans les années 1960. Voilà. Ça, c'est un examen qui arrive en disponibilité sur le marché au début des années 2000, qui est un karyotype un peu plus précis, raffiné, un petit peu plus fin, on descend un petit peu en résolution. Et donc, en fait, cet examen qui permet de savoir s'il y a un petit peu trop de matériel chromosomique ou pas assez, eh bien, on met 6 mois, 1 an à voir le résultat, et puis on fait un diagnostic dans 10 à 15% des cas au mieux. Et puis, comme je vous ai dit, à partir du milieu des années 80, on arrive à faire du diagnostic sur des gènes. On séquence des gènes pour faire du diagnostic de maladies génétiques. Alors, qu'est-ce qui se passait? On avait une idée, on disait, tiens, c'est potentiellement ce gène, les symptômes du patient, je vais prescrire ce gène à séquencer. Bon, l'analyse, elle mettait 6 mois à 2 ans à revenir, et puis qu'est-ce qu'on faisait? On revoyait le patient, puis on essayait de recreuser la littérature, on faisait une deuxième hypothèse, on le renvoyait dans 6 mois à 2 ans d'examen, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'où jusqu'à 30 ans de diagnostic. Et là, le rendement de tout ça était inférieur à 5% des cas. Donc beaucoup d'efforts, très peu de résultats. Alors, qu'est-ce qui se passe entre 2010 et maintenant, finalement, et quelle est l'offre diagnostique à l'horizon 2019? Eh bien, en fait, ce qui change radicalement les choses à l'approche des années 2010, j'espère que ce sera suffisamment gros, mais sinon je vais l'énoncer à haute voix, c'est l'arrivée au milieu, là, donc vous voyez, vers 2008, d'une technologie de rupture de séquençage, mais beaucoup plus puissante que celle qui existait avant. Vous voyez, avant, on est sur le séquençage classique des gènes, et puis on suit cette courbe-là. Alors cette ligne, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Je vois pas. En fait, c'est une loi mathématique qui s'appelle la loi de Moore, et qui décrit de manière très générale en informatique l'évolution du coût des technologies au cours du temps, en fonction de l'évolution des technologies prévisibles. Et logiquement, ça baisse. Évidemment, les technologies s'améliorent, donc le coût baisse. Bon. Vous voyez que quand il y a une technologie de rupture, ici, ça se casse complètement la figure. Et ici, ce qui vous est présenté, c'est donc l'évolution au cours du temps. Et puis ici, le coût du séquençage de 1 million de lettres dans le génome. Vous savez qu'on a 4 lettres dans le génome, A, T, C, G. Très bien, avec ces 4 lettres, on écrit tout le génome. Et en fait, pour séquencer 1 million de ces lettres, eh bien, vous voyez que ici, en 2008, ça coûtait 1 000 $. En 2013, ça coûte 0,1 $, 10 cents. Voilà, on a divisé les coûts par 10 000. Alors, ça a fait dire à certains collègues dans la littérature internationale qu'en fait, alors cette technologie, pour faire simple, je vais l'appeler NGS. Ça veut dire en anglais Next Generation Sequencing, séquençage de nouvelle génération. Et on appelle ça aussi plus proprement séquençage parallèle massif. Pourquoi? Parce qu'avant, on analysait un gène, puis un autre gène chez un petit nombre de patients. Avec cette technologie, on analyse plein de gènes en même temps, chez plein de patients en même temps.
d'où séquençage parallèle massif. Bon, on va appeler ça NGS pour se simplifier la vie. Et donc, vous voyez, les collègues disent dans la littérature, finalement, le NGS, c'est l'outil diagnostique le plus puissant qui ait été mis au point depuis l'invention de la radiographie en médecine. Oui, la radiographie, ça a été un tournant considérable en médecine, voir à travers le corps, deviner le dessin des os et des organes, c'était considérable. Et bien ça, on considère que ça a le même impact. Alors comment ça marche? C'est Café du savoir aujourd'hui. C'est compliqué, hein, je ne vous le cache pas, mais on va simplifier au maximum, histoire quand même de garder quelques idées en tête. Partons du tube de sang qu'on vous prend, c'est un tube standard, hein, rien de bien particulier. On extrait de ce tube, vous voyez au fond de ce petit tube en plastique, là il y a une toute petite boule blanche, c'est votre ADN. Voilà. C'est une toute petite pelote de fil, et cette petite pelote de fil, on va envoyer des ultrasons dessus, il y a d'autres traitements, mais en général c'est ce qu'on fait, et ça va casser votre ADN en petits fragments. Ces fragments font de l'ordre de 200 lettres à 800 lettres. Voilà. Une fois qu'on a cassé tout ça en fragments, on rajoute aux extrémités des adaptateurs comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est des adaptateurs? C'est des petits bouts d'acide nucléique, c'est des petits bouts d'ADN, mais synthétiques. On connaît ce qu'il y a dedans, c'est nous qui les avons fabriqués. Et ils ont deux propriétés. La première, vous voyez ces petits carrés rouges, c'est de dire, un peu comme un code barre, ce fragment d'ADN appartient au patient A, ou au patient B, ou au patient C, qu'on est en train d'analyser. Et le reste des fragments, ça permet de faire toutes les réactions subséquentes. Voilà, c'est le matériel pour faire les réactions et le matériel pour identifier qu'on met au bout des fragments d'ADN. Ça prend peu de jours, peu de temps, et le rendement est inférieur à 100%, mais peu importe. Après, on passe au séquençage proprement dit. Voilà un séquenceur de nouvelle génération. C'est une boîte qui fait à peu près cette dimension-là. Ça tient sur une paillasse, ok ? Et donc, on envoie en fait les petits fragments où vous reconnaissez le dessin ici sur une sorte de support. C'est une lame de verre qui est criblée elle-même d'adaptateurs. Alors, vous devinez tout de suite, en fait, les adaptateurs qui sont à la surface de la lame de verre ici vont venir se coller sur les adaptateurs correspondants. Comme je vous l'ai dit, ça sert à faire le reste des réactions, d'accord ? Cette lame-là, elle fait, j'ai pas plus mon téléphone, mais elle fait la dimension du téléphone de monsieur. C'est à peu près ça en dimension. Et donc, avant de séquencer, on a encore besoin d'amplifier le matériel. Voilà. Donc, pour l'amplifier, eh bien, on va faire un certain nombre de réactions qui vont faire des spots à la surface de la lame. Et vous voyez ici, ce spot-là, c'est 1000 à 2000 molécules d'ADN identiques. Et ainsi de suite sur la lame. Voilà. Après, on passe au séquençage proprement dit. Et alors, pour séquencer, en fait, il faut être capable de dire, il y a un A, il y a un T, il y a un C, il y a un G. Okay. Donc, on envoie sur la lame des lettres, auxquels on a adjoint des fluorophores, choses qui émettent de la fluorescence. Et quand quelque chose s'incorpore, quand une lettre s'incorpore en face de sa lettre complémentaire, ça envoie de la fluorescence. Alors vous ne le voyez pas malheureusement parce qu'il y a trop de lumière ici, mais ça c'est une photo de la caméra au-dessus de la lame. Et à chaque fois qu'on envoie des lettres sur la lame, eh bien à chaque spot, la caméra enregistre une fluorescence qui correspond à la lettre qui vient de s'incorporer. Et ainsi de suite, au fil du fragment d'ADN que vous voyez ici, on le lit comme ça de haut en bas et on sait reconstituer à chaque étage la séquence du fragment. C'est comme ça qu'on fait le séquençage. Ça fronce les sourcils. Non. J'ai simplifié au maximum, je vous promets. Bon, ça c'est peut-être plus simple à comprendre, mais c'est ce que voit arriver la machine sur son disque dur. Une avalanche de lettres et de données, et vous comprenez bien que en réalité, le gros problème derrière va être de nature informatique et bioinformatique pour traiter et tirer de l'information de ces données. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de ça, ce séquençage parallèle massif? On en fait des examens, et donc je prends exemple ici sur probablement un des meilleurs centres européens, sinon le meilleur. Il est situé à Nijmegen, aux Pays-Bas. Nijmegen, 150 000 habitants, comme Clermont-Ferrand. Ça laisse réfléchir, mais bon. La réussite tient à certains facteurs qui étaient réunis là-bas, qui ne sont pas forcément réunis ailleurs. Et donc, du coup, c'est un centre qui s'est considérablement développé. Et donc, il propose toute une succession de tests pour des groupes de maladies. Et vous voyez, par exemple, là, ici, pour le groupe cardiovasculaire. Alors, cardiovasculaire, qu'est-ce que c'est, en fait? C'est les troubles du rythme héréditaire. Vous savez, les morts subites du sujet jeune. L'athlète, le footballeur qui tombe sur le terrain inanimé, qui a fait un arrêt cardiaque. Mort subite du sujet jeune, c'est génétique. Ou alors les myocardiopathies héréditaires, vous savez, insuffisance cardiaque très précoce chez des sujets qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans et qui n'ont pas de maladie cardiaque, d'autres facteurs de risque cardiovasculaires. Et bien dans ce panel de gènes, on analyse simultanément 347 gènes en même temps.
Pour les surdités, c'est 142 gènes en même temps, pour chaque patient qu'on va tester. Pour l'œil, pour les rétines pigmentaires, je ne sais pas combien ils en font, peut-être près de 300 ou quelque chose comme ça, vous voyez. En tout et pour tout, ils analysent plus de 630 maladies différentes et plus de 1100 gènes différents. Je vous donne l'exemple ici de la déficience intellectuelle. Vous voyez, alors c'est tout petit ici, mais je vais vous le dire à haute voix. Pour la déficience intellectuelle, par patient, ils analysent en même temps 1034 gènes. 1034 gènes. À Necker, on est à 450 gènes à l'heure actuelle. C'est pas la course à qui on analysera le plus, quoique, mais c'est pour vous dire quand même que il y a des disparités importantes d'un centre à l'autre entre les tests qui sont proposés, et ça, il faut le savoir. En définitive, finalement, en séquençage, de quel type de test disposez-vous? Eh bien, on continue à faire du séquençage de gènes uniques, comme on faisait avant, il y a 10 ans, mais ça, c'est devenu presque l'exception, en réalité. En majorité, on analyse des panels de gènes, comme je viens de vous montrer, en masse. Et puis, dans les cas les plus difficiles, on analyse tous les gènes du génome en même temps. Tous les gènes, il y en a 20 000. Et on appelle ça l'exome. Alors, j'étais obligé de vous dire quelques mots sur l'exome. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est le séquençage en masse de toutes les régions codantes d'un génome. C'est donc l'ensemble des exons de nos 20 000 gènes. Alors, vous vous rappelez vaguement, dans un gène, il y a des introns, des exons. Les exons, c'est les régions codantes, c'est ce qui va coder les protéines. Les introns, c'est les régions qui les espacent. D'accord? Donc, si on ne s'intéresse qu'aux exons, c'est-à-dire aux régions codantes de nos 20 000 gènes, ça représente, et là peut-être vous ne saviez pas ça, c'est juste 1% de notre information génétique. 1% de notre information génétique. Mais quand même, 1% de notre information génétique, ça fait une avalanche de données derrière le séquençage. Ça reste énorme à traiter. C'est ça qui est difficile à se représenter. Qu'est-ce qu'on fait en fait, une fois qu'on a séquencé toutes les régions codantes comme ça? On va aller les aligner sur une séquence de référence. Je vous reparlerai de la séquence de référence si vous avez des questions là-dessus en session questions. Mais on va aller aligner contre une séquence de référence et on va essayer de repérer les différences par rapport à la séquence de référence, la séquence normale si vous voulez. D'accord? Et bien quand vous faites ça, chez un patient, chez vous, chez moi, chez tout le monde, on trouve 10 à 20 000 variations. Alors vous allez me dire, c'est énorme. Ben oui, c'est énorme. C'est ce qui fait qu'on est tous différents les uns des autres, entre autres choses. Et parmi donc, ces 10-20 000, en dehors de ce qui va générer des différences entre nous, il y a ponctuellement une ou deux variations peut-être qui vont générer une maladie sévère. Voilà. Et c'est ça qu'on cherche. Donc pour se simplifier la vie, ben, on fait du tri, donc on commence à regarder les variations rares, c'est-à-dire celles qui sont à moins de 1% dans la population, en se disant maladie rare, probablement variation, mutation rare. D'accord? Si vous trouvez un variant qui est à 5% dans la population générale, il y a peu de chances pour qu'il cause une maladie. D'accord? En tout cas, une maladie mendélienne. Quand on fait ça, ben on en a encore 1000 à 2000 sur les bras. C'est énorme. Pour se simplifier encore la vie, on ne regarde que les 5200 gènes que je vous ai montrés tout à l'heure. D'accord? Ceux qui sont résolument associés à une maladie génétique. Il en reste encore 100 à 150. Et derrière, on applique encore quelques filtres supplémentaires pour tomber à une liste raisonnable d'une trentaine de variants. Bon, quand on a 30 variants à trier et à regarder un par un, ça peut prendre de 1 heure à 6-7 heures dans la journée. Voilà. Donc le travail de rendu diagnostic derrière un exome, c'est ça. Alors, l'exome, c'est un examen hyper spécialisé, et dans la vie, il y a toujours les optimistes et les réalistes. Alors, vous voyez, mon collègue de Nijmegen, lui, il est plutôt dans le camp des optimistes. Il dit c'est pas difficile d'interpréter les données si vous vous posez la bonne question et que vous avez une excellente équipe de bioinformaticiens avec vous. Il n'a pas tort, bon. Et puis, vous avez des gens qui sont plus réalistes et qui disent, ben, en fait, il y a vraiment, il y a une réelle déconnexion entre la capacité qu'on a à générer nos données avec les séquenceurs, c'est facile, et la capacité qu'on a à les interpréter pour rendre quelque chose d'utile au patient derrière, ça c'est très dur. Voilà. Moi je suis plutôt dans cette école-là, je vous dirais franchement. Quoique, bon, mais les deux ont raison quelque part. Bon. En tout cas, l'exome c'est un apport diagnostique majeur. C'est le meilleur rendement diagnostique que nous ayons à l'heure actuelle. Vous avez dit le karyotype 5%. La CGH, karyotype amélioré, 5 à 15% ou 10 à 15%. L'exome, c'est 30% en moyenne de rendement diagnostique. Ça veut dire que vous voyez un patient tout venant encore une fois, quelle que soit la maladie, vous faites le karyotype, la CGH, l'exome, vous arrivez presque à un diagnostic dans un cas sur deux. C'est formidable pour nous. Quand on voit d'où on part, c'est extraordinaire. Le coût est relativement faible. Pour les meilleurs en Europe à l'heure actuelle, on le sort à 1 500 €. C'est un peu plus chez nous. La rapidité, le temps de retour, c'est 4 à 6 mois.
c'est rien pour nous, 4 à 6 mois. Je vous le dis par rapport à ce qu'on a eu avant. Et l'inconvénient, on pourra en reparler en question, c'est que ça peut aussi identifier des résultats qui pourraient avoir un impact sur la santé, mais sans lien avec la pathologie initiale. Ça vous dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est simple, vous avez une petite fille, déficience intellectuelle, épilepsie, vous faites un exome pour rechercher la cause. Vous regardez BRCA1 dans l'histoire, dans les 20 000 gènes, vous vous rendez compte qu'elle a une prédisposition héréditaire au cancer mammaire. Et si elle l'a hérité probablement. Et bon, donc il va falloir, ça va avoir un impact sur le conseil génétique dans la famille et la prise en charge. Donc vous voyez, le problème c'est de dire comment je fais la part des choses entre la question primaire, celle pour laquelle les gens viennent, et les questions secondaires qui peuvent aussi avoir un impact pour la santé de la famille. L'accès à l'exome, c'est quand même une question majeure de santé publique, parce que jusqu'en 2017, on va dire que l'offre elle est quand même très restreinte. Il y a peu de centres en France qui proposent l'exome en diagnostic. Il n'y a pas de demande acceptée en direct. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que si c'est non à Clermont-Ferrand parce qu'on ne fait pas l'exome, il y a des patients qui vont avec leurs petites jambes frapper dans le CHU qui fait l'examen en disant « j'aimerais bien, s'il vous plaît, en bénéficier ». Bon, ça ne marche pas comme démarche. C'est-à-dire que on demande aux gens de repasser par les CHU d'origine en général, parce que ça déséquilibrerait trop le réseau de prise en charge tel qu'il est structuré en France. Le délai de résultat, c'est à peu près 4 mois aussi, 4, 5, 6 mois en France, on n'est pas si mal placé que ça. L'exome, c'est un examen innovant, alors il n'est pas remboursé par les CPAM, mais il a une cotation spéciale qui fait qu'il sera à peu près à 2 500 €. Et 2 500 €, donc c'est pas le patient qui le paye, ça. Mais par contre, si CHU Clermont-Ferrand envoie un exome dans un centre qui le fait, le centre qui le fait lui facture 2 205 €. Ça fait des enveloppes, on va dire, de dépenses qui sont très importantes pour certains CHU. Vous voyez, pour un CHU Clermont-Ferrand, par exemple, dans ma mémoire, ça fait quelque chose entre 700 000 et 1 million d'euros par an. L'exome et les autres examens qui sont sous-traités à l'extérieur. Donc il y a un enjeu majeur actuellement d'accès aux soins innovants, et je terminerai par cette diapositive. Qu'est-ce qui a été mis en place finalement pour répondre à cet enjeu? Eh bien, à l'époque, en 2015, le Premier ministre, Manuel Valls, avait sollicité Avisan. Alors Avisan, c'est l'Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé. Ça regroupe les CHU, l'INSERM, le CNRS, le CEA, etc., etc. Et donc, il avait sollicité Avisan pour dire, bon, il y a un problème d'accès. Il y a aussi le fait que d'autres pays avancent beaucoup plus vite que nous, y compris des petits pays, entre guillemets par la taille. Et il y a aussi derrière un enjeu médical, économique, industriel, technologique majeur. Parce que la technologie que je vous ai présentée et sur laquelle vous avez froncé les sourcils, mine de rien, elle est classée dans le top 10 des technologies les plus avant-gardistes dans les 10 ans qui viennent, dans le monde. Donc vous voyez qu'il y a des enjeux qui sont effectivement très très importants derrière, qui ne sont pas uniquement de santé, mais qui sont plus larges pour les pouvoirs publics. Et donc, Avisan a remis son rapport, et dans ce rapport, il était projeté qu'il faudrait équiper probablement la France d'une énorme plateforme de production par grande région à l'horizon 2025. En commençant par 2 plateformes, à titre pilote, si vous voulez. Il se trouve que ces plateformes, elles ont été connues et annoncées par le Premier ministre Édouard Philippe en juillet 2017, si ma mémoire est bonne. Et donc, sans surprise, on a la région Île-de-France. C'est la plateforme Sequoia. Et puis, chance, il y a la plateforme Auragène, Aura, c'est bien notre région, vous avez bien entendu, qui a été retenue pour être le siège de cette plateforme. Et donc, le site de production majeur, il y aura un seul site de production, pardon, parce que c'est des très très grosses plateformes, ça coûte très cher, et il sera basé à Eduardo à Lyon. Voilà. Et donc, ces plateformes sont censées sortir, on va dire en crête, à peu près 20 000, on l'anticipe comme ça, à peu près 20 000 exomes par an. Voilà. Et pour les maladies rares, et pour le cancer, je vous précise que l'objectif qui est fixé en termes de calendrier, c'est de sortir les premières séquences de ces plateformes à l'horizon début 2019, janvier 2019. Donc vous voyez, c'est demain. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je me tiens à votre disposition pour les questions.